Il y a des moments qu'on n'oublie jamais dans un shonen. Des moments où on s'arrête presque de respirer, où le combat change de dimension, où l'on comprend que ce que l'on est en train de voir n'est pas seulement une scène d'action, mais un véritable basculement. Goku qui devient Super Saiyan pour la première fois, Naruto qui parvient enfin à maîtriser le pouvoir de Kyuubi, Ichigo qui libère son Bankai, Seiya qui enflamme son cosmos jusqu'à dépasser ses propres limites, Luffy qui atteint enfin le Gear 5, une forme qui n'est pas seulement plus puissante, mais qui donne une nouvelle lecture de tout son personnage. Ces moments, ce sont des scènes de transformation. Que ce soit en manga ou en animé, ce sont toujours des moments incroyablement importants, surtout quand elles concernent le protagoniste. Plus qu'un gimmick, la transformation du héros de shonen neketsuesque est devenue une véritable tradition du genre, un passage quasi obligatoire, un genre d'épreuve du feu. Tous les grands shonen ont des transformations iconiques. Tu dis ça alors qu'il n'y a pas de scène de transformation dans My Hero Academia ou dans Jujutsu Kaisen, hein. Oui, justement. Demande à n'importe quel fan de shonen neketsu c'est quoi son top 10 de scènes préférées, il sera rempli de scènes de mort ou de scènes de transformation. Oui. Qu'est-ce qui rend les scènes de transformation aussi cool, aussi iconiques? Que racontent-elles vraiment? Pourquoi sont-elles aussi importantes dans le shonen? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour bien comprendre d'où vient la force des transformations dans ce type de manga, il faut d'abord revenir à un truc très simple, à l'essentiel. Le manga est avant tout un art visuel. Avant même de lire les dialogues, avant même de comprendre toutes les règles de l'univers, on doit sentir ce qui se passe. On doit comprendre en un regard qu'un personnage est puissant, qu'il est dépassé, qu'il a peur, qu'il est prêt à exploser ou qu'il vient d'atteindre un niveau supérieur. Dans un roman, on peut expliquer longuement qu'un personnage a changé. On peut décrire son état intérieur, ses pensées, ses hésitations. Dans un manga ou un animé, on peut évidemment le faire aussi. Mais l'image a un pouvoir particulier. Elle permet de rendre visible l'invisible. Et la transformation est probablement l'outil le plus direct pour faire ça. Elle prend une évolution abstraite, la puissance, la maturité, la rage, la maîtrise, l'acceptation de soi, etc. et elle lui donne un corps. Quand Goku devient Super Saiyan, on n'a pas besoin d'un panneau explicatif de 10 pages pour comprendre qu'il vient de franchir un cap. Ses cheveux changent, son regard change, son aura change, son attitude entière change. Tout dans l'image nous dit « ce n'est plus exactement le même personnage ». C'est pour ça que la transformation est si efficace. Elle rend la progression lisible. Dans beaucoup de shonen, la progression des personnages est constante. Ils s'entraînent, ils échouent, ils apprennent, ils encaissent et ils recommencent. Mais pour le lecteur ou le spectateur, cette progression peut sembler parfois abstraite. Une transformation vient matérialiser concrètement cette évolution, une preuve visuelle que le personnage a changé. On peut presque dire que la transformation est un raccourci narratif. Elle condense des dizaines de chapitres d'apprentissage, de frustration et de souffrance dans une seule image. C'est pour ça qu'elle marque autant. Elle ne montre pas seulement un résultat, elle résume un parcours. Quand Naruto apparaît enveloppé du chakra de Kyuubi sous une forme maîtrisée, on ne voit pas seulement une nouvelle technique, on revoit toute son histoire. Le rejet, la solitude, la peur du monstre en lui, puis enfin l'acceptation. Mais attention, ce raccourci ne fonctionne que s'il y a un parcours avant. Une transformation qui apparaît sans préparation peut être spectaculaire, mais elle ne produit pas le même effet. Ça fera juste un design, un power-up cool. Une transformation préparée, elle, devient une récompense. Elle donne au public le sentiment que quelque chose attendu depuis longtemps vient enfin de se réaliser. C'est exactement pour ça que les transformations sont devenues une sorte de grammaire du shonen. Elles permettent de lire la progression du héros. Plus le personnage évolue, plus son apparence change. Plus il comprend quelque chose sur lui-même, plus son pouvoir ou son corps exprime cette compréhension. La transformation devient alors un langage que le lecteur comprend instinctivement. Même s'il est très bête. Oui. Les mangaka usent d'un large panel d'outils graphiques communs pour représenter la puissance. Ils doivent en revanche s'efforcer de faire preuve d'innovation quand il s'agit des transformations, surtout celles qui concernent le héros, car ça participe grandement à son iconisation. En effet, pas de shonen neketsu culte sans transformation du héros culte. Il y a cependant deux grandes familles de transformations, les transformations corporelles et les transformations matérielles.
La transformation corporelle est la plus évidente. Le corps du personnage change directement. Ses cheveux, ses yeux, sa musculature, sa taille, sa peau, son aura, parfois même toute sa silhouette. Dans Dragon Ball, Akira Toriyama utilise énormément cette logique. Les Saiyans changent par les cheveux, par l'aura, par la couleur, la présence. Goku devient blond en Super Saiyan, ses cheveux s'allongent en Super Saiyan 3, son aura change selon les formes divines, et chaque variante devient immédiatement reconnaissable. Chez les ennemis de Goku, la transformation corporelle est souvent encore plus radicale. Freezer change totalement de morphologie, de taille, de proportion. Cell évolue par stades biologiques différents, il mue comme une créature qui cherche sa forme parfaite. Majin Buu fonctionne presque comme une matière vivante qui absorbe, déforme et recompose son identité en fonction de ce qu'il avale. Dans tous ces cas, la transformation ne signale pas seulement une puissance différente, elle raconte une nature différente. Freezer, par exemple, est fascinant parce que ses transformations renversent presque nos attentes. Dans beaucoup de récits, plus un personnage devient puissant, plus il devient imposant. Freezer, lui, finit par atteindre une forme plus petite, plus simple, presque plus élégante. Cette simplicité rend sa puissance plus inquiétante. Le danger n'est plus dans la taille ou dans la monstruosité visible, mais dans une maîtrise froide et absolue. C'est la même chose pour d'autres grands vilains de shonen. Quand Aizen dans Bleach fusionne avec le Hogyoku, il passe par différentes transformations, jusqu'à devenir un monstre cauchemardesque qui n'a presque plus rien d'humain, symbolisant son obsession, sa quête absurde. De même pour Madara sous sa forme Jubidara. Il devient un espèce de dieu corrompu qui montre la folie et l'horreur derrière sa détermination à exécuter le Tsukiyomi infini. Bon, là, je me suis concentré sur des antagonistes, mais c'est exactement la même chose pour les héros, évidemment. On va y revenir. La transformation matérielle, elle, fonctionne autrement. Elle ne modifie pas forcément le corps du personnage, mais un objet lié à lui. Une armure, une arme, un masque, un costume, un accessoire. Dans Saint Seiya, les armures représentent cette idée de façon très claire. Le héros possède déjà une force intérieure, mais cette force s'incarne dans une cloche, une armure qui correspond à une constellation. L'armure n'est pas juste un équipement, elle est une extension symbolique du personnage. Dans Bleach, Tite Kubo pousse cette idée très loin avec les Zanpakuto. Le sabre n'est pas seulement une arme, il est lié à l'âme du Shinigami. Son nom, sa forme, son Bankai, tout raconte quelque chose de son propriétaire. La transformation de l'arme devient donc une transformation de la relation entre le personnage et lui-même d'une certaine façon. Quand Ichigo développe son pouvoir, ce n'est pas seulement son sabre qui change, c'est sa compréhension de sa propre identité. Tout au long du manga, Tite Kubo brouille peu à peu la frontière entre le corporel et le matériel. Ichigo commence avec une arme, mais très vite, son corps lui-même est affecté. Le masque de Holo, les changements d'apparence, la fusion progressive entre ces différentes natures. Tout ça nous montre que la transformation n'est pas seulement une question de design ou de représentation de la puissance, c'est aussi une métaphore. Le concept de transformation ou de métamorphose a toujours été en littérature une métaphore pour exprimer quelque chose sur les personnages ou sur la société. C'est le cas par exemple dans la célèbre nouvelle de Franz Kafka, La Métamorphose, dans lequel le héros est du jour au lendemain changé en un immense insecte. On pourrait interpréter la métamorphose du héros comme la matérialisation de sa frustration par rapport à sa vie monotone et son ressentiment vis-à-vis de sa famille, qui se repose beaucoup trop sur lui. En devenant un insecte, il fait peser sur eux le même poids qu'il faisait peser sur lui. Et alors, je te sors des vrais refs littéraires ou pas, là? Attention, hein! Bon, à la base, je vais te montrer le bouquin pour prouver que je l'ai lu, mais je le trouve plus. On va croire que c'est une référence Wikipédia ou ChatGPT encore. C'est pas de bol, hein? Oui. D'ailleurs, si le héros du manga Kaiju No. 8 s'appelle Kafka et se transforme en monstre, eh ben c'est pas un hasard, c'est une ref évidente. D'ailleurs, il y a aussi le manga Tokyo Ghoul qui s'inspire énormément de cette nouvelle, sur bien des aspects. Oui, dans les bons shonen neketsu, les transformations se doivent d'avoir une signification, ils se doivent de raconter quelque chose. Dans le manga Naruto, lorsque Naruto devient capable de passer en mode chakra de Kyuubi, le personnage passe par tout un rite initiatique, une quête spirituelle pour lui permettre de maîtriser cette puissance. Il est d'abord conduit aux chutes de la vérité, où il doit faire face à son côté sombre, un double de lui-même animé par sa souffrance, sa colère, sa frustration et toutes les émotions négatives qu'il a au fond de lui.
Il finit par dominer sa partie sombre en l'acceptant et en faisant la paix avec lui-même. Ensuite, il se rend dans un ancien temple, dans lequel il va pouvoir affronter directement Kyuubi et tenter de dompter son chakra, pour pouvoir exploiter au mieux ses pouvoirs de réceptacle de démons. Au cours de son affrontement spirituel avec Kyuubi, l'esprit de Kushina, la défunte mère de Naruto, apparaît. Elle se présente à lui et lui révèle ses origines, ainsi que son histoire familiale. C'est alors que Naruto parvient à dompter le chakra de Kyuubi et à se transformer. Une fois revenu dans le monde physique, il devient capable de ressentir le chakra autour de lui, et même de lire les intentions malveillantes. Il atteint un niveau de conscience et de puissance incroyable. Cette transformation nous montre que Naruto a dompté ses démons intérieurs, aussi bien littéralement que métaphoriquement parlant. À présent, il sait qui il est et d'où il vient. C'est un être entier et accompli qui incarne la force et la sagesse dont le monde a besoin pour changer. Ichigo de Bleach dans la dernière partie du manga a un cheminement similaire lorsqu'il apprend enfin la vérité sur ses origines. Dans Dragon Ball, le Super Saiyan fonctionne différemment, mais avec la même logique narrative. Goku ne devient pas Super Saiyan après un long cheminement spirituel et introspectif. L'immense émotion déclenchée par la mort de Krillin, son meilleur ami, est le déclencheur. Mais derrière cette scène, il y a toute la pression de Namek, la cruauté de Freezer, l'impuissance face à un monstre qui détruit tout. Le Super Saiyan est une transformation de colère, mais pas une colère banale, c'est la colère d'un personnage qui jusque-là gardait une forme de pureté presque enfantine. Le génie de cette transformation, c'est qu'elle modifie aussi notre perception de Goku. Il reste le héros, mais il devient plus dur, plus froid, plus intimidant. Son regard change, sa voix change, sa posture change. Pendant un instant, Goku devient presque inquiétant. C'est ce qui donne au Super Saiyan cette puissance mythique. Ce n'est pas seulement une forme plus forte, c'est l'apparition d'une facette nouvelle du héros. Dernièrement, c'est la transformation Gear 5 de Monkey D. Luffy dans One Piece qui a marqué les esprits. Le contexte est encore différent, mais l'objectif est le même. Luffy, aux portes de la mort face à Kaido, éveille la vraie forme de son fruit du démon, et devient l'incarnation de Nika, Joy Boy, appelle-le comme tu veux. Un être qui incarne le concept même de liberté, qui peut s'affranchir des règles qui régissent la réalité en devenant un Toon surpuissant. Le personnage de Luffy franchit un cap important. Mais les transformations du héros n'ont pas toujours vocation à symboliser une progression du héros. Parfois c'est tout l'inverse, parfois elles sont là pour symboliser sa déchéance, sa corruption. Dans Hunter x Hunter, la transformation de Gon en adulte pousse cette logique dans une direction tragique. Là où beaucoup de transformations symbolisent une progression, celle de Gon symbolise une rupture. Gon ne mûrit pas naturellement, il force son corps à atteindre un potentiel futur en échange d'un prix monstrueux. C'est une transformation qui ressemble à une victoire, mais qui est en réalité une autodestruction. Elle donne à Gon la puissance qu'il veut, mais elle révèle surtout son incapacité à gérer sa douleur. C'est pour ça que cette transformation est si marquante. Elle n'est pas héroïque au sens classique, elle est terrifiante. Elle nous montre ce qui se passe quand le désir de vengeance dépasse l'instinct de survie. Gon ne devient pas seulement plus fort, il devient le résultat monstrueux de son propre effondrement émotionnel. Ce n'est pas vraiment un shonen neketsuesque, mais c'est la même chose pour le personnage d'Eren dans Shingeki no Kyojin. Sa dernière transformation est à l'image de son aliénation, de son extrémisme, de sa folie. Il n'est pas glorieux, il est terrifiant, cauchemardesque. Une bonne transformation, c'est une transformation qui sert à raconter quelque chose. Comme on vient de le voir, la transformation peut être un formidable vecteur de narration et d'émotion. Mais c'est aussi, bien souvent dans le cadre de leur première apparition, une espèce de Deus Ex Machina, un power-up surpuissant qui leur permet de mettre fin à un combat. Les persos deviennent tellement puissants d'un coup que dans la suite, les auteurs doivent élever les enjeux et le niveau des menaces. Et là, la transformation devient alors banale, et le personnage y a recours constamment, et du coup pour remonter encore le niveau, on ajoute de nouvelles transformations. Et c'est là qu'on peut tomber dans l'engrenage. Le risque avec la transformation, c'est que c'est un moyen simple et efficace de créer de l'émulation, tant et si bien qu'on peut être vite tenté d'en faire trop tout le temps. Et si sur le moment c'est souvent grisant et exaltant, ça peut aussi à la longue devenir un simple gimmick sans saveur. Le meilleur exemple, c'est encore une fois Dragon Ball.
Depuis Super, il y a beaucoup trop de transformations et si peu ont un impact. À part l'Ultra Instinct qui est giga stylé, le reste, bon, c'est joli niveau design, mais ça raconte pas grand chose. On s'en fout. En ce qui concerne Dragon Ball, c'est un sujet qu'on a déjà abordé assez longuement dans une vidéo. Je vous la mets en description, vous irez la voir. Oui. En plus, on a un caméo du chanteur original du générique de Pokémon, et ça, c'est un peu stylé, oui. Saiyan 2, cette forme de berserker légendaire. Ozaru, Saiyan 3, Moro, Planète, Ergo, Tan, et Bulbu, Granola, Black Rosé, Golden, Freezer. Vous musclez, Sankaku, veillez, veillez. Freezer forme 2. Mais on pourrait aussi parler de Bleach. Ichigo, il a beaucoup de formes aussi, et toutes sont loin d'être impactantes. Tu te souviens de la dope que c'était, sa forme Fallbringer, là? Et dans Saint Seiya, il a combien d'armures différentes, le Seiya? L'autre risque, c'est d'en faire trop dans le nombre, mais aussi dans la forme, le design. Je pense personnellement qu'une transformation iconique se doit d'être simple, épurée, compréhensible en un clin d'œil. Et parfois dans le shonen, c'est tout l'inverse. Les formes d'Asta dans Black Clover, celles de Meliodas dans Seven Deadly Sins et d'autres, je les trouve trop complexes pour être iconiques. La dernière forme d'Ichigo dans le manga, elle est stylée, mais en vrai, il y a trop de trucs niveau design. C'est lourd à regarder. Idem pour le Gear 4, je suis désolé, c'est trop. Heureusement que le Gear 5 est redevenu plus simple. Quand le design est trop complexe, il peut y avoir une confusion symbolique. Une transformation forte repose sur une idée claire. Colère, maîtrise, sacrifice, acceptation, libération, corruption. Si la transformation ne porte aucune idée identifiable, elle devient simplement esthétique. Elle peut impressionner, mais elle ne s'imprime pas profondément dans le lecteur. Autre problème, c'est l'absence de conséquences. Si un personnage peut utiliser une forme surpuissante sans fatigue, sans changement, sans risque et sans impact sur l'histoire, alors cette forme perd son poids. Le public comprend qu'elle n'a pas vraiment de coût. Et ce qui n'a pas de coût a souvent moins de valeur. Une transformation réussie qui fonctionne, c'est en quelque sorte une histoire d'alchimie finalement. Il faut un design fort, mais pas seulement, il faut une émotion, une nécessité, une conséquence et une signification. D'ailleurs, si les transformations les plus iconiques dans les mangas sont souvent les premières, c'est peut-être pas pour rien. Ce sont souvent les plus impactantes émotionnellement et aussi les plus épurées graphiquement. Au fond, les transformations racontent quelque chose de très profond sur le shonen lui-même. Le shonen neketsu est un genre synonyme de mouvement. Ces héros avancent, tombent, se relèvent, apprennent, dépassent leur maître, affrontent des ennemis plus grands qu'eux, changent le monde. La transformation est l'image parfaite de cette philosophie. Elle dit « tu peux changer, tu peux te dépasser et dépasser ce que tu étais ». C'est peut-être pour ça que ce procédé est aussi important. Dans beaucoup d'histoires, le changement intérieur reste discret. Dans le shonen, il devient explosif. Il devient une aura, une armure, une nouvelle forme, une technique ultime. On prend une expérience intime, celle de grandir, et on la transforme en spectacle. Mais cette spectacularisation n'est pas forcément superficielle. Au contraire, elle rend l'émotion plus accessible, peut-être même plus pure. Tout le monde comprend ce que signifie un personnage qui se relève et change de forme après avoir été brisé. Même sans analyser, on le ressent. Instinctivement, on le comprend. Et c'est là que le shonen est très fort. Il rend les émotions lisibles à travers l'action. La transformation est donc le point de rencontre entre le récit intime et le spectacle. Elle permet à une évolution psychologique de devenir un événement visuel. Elle permet à un combat extérieur de révéler un combat intérieur. Elle permet à un héros de devenir une légende. Non pas parce qu'il gagne, mais parce qu'il devient quelqu'un d'autre sous nos yeux. Ou plutôt, parce qu'il se révèle sous nos yeux. C'est pour cela que les transformations continuent de fasciner. Elles sont simples, parfois excessives, parfois répétitives, mais elles touchent à quelque chose de fondamental. Elles mettent en scène le rêve de ne pas rester prisonnier de sa forme actuelle, le rêve de dépasser sa condition, le rêve de devenir enfin capable de faire face à nos peurs, nos angoisses, nos blessures pour devenir un jour les héros de notre propre histoire. Et ça, c'est beau! Oui, c'est beau. Que la passion vous guide. Oui.